L'histoire de la monnaie, c'est une des plus grandes innovations de l'humanité. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que dès sa naissance, elle a donné vie à un crime tout aussi ancien. Pour comprendre l'un, il faut absolument comprendre l'autre. Alors, la question se pose, non? Imaginez un peu ce moment, cette idée complètement révolutionnaire qui prend forme. Qu'est-ce qui, inévitablement, naît en même temps? Et voilà, la contrefaçon. Ce n'est pas, vous savez, une conséquence qui arrive bien plus tard. Non, c'est l'ombre immédiate, le jumeau maléfique de la monnaie elle-même. C'est simple, dès qu'une chose a de la valeur, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de l'imiter. Ok, alors, plongeons-y. Avant de parler du crime, il faut vraiment qu'on saisisse à quel point l'invention de la pièce de monnaie, c'était une révolution. Une vraie de vraie. Et tout commence ici, en Lydie. C'est une région qui était très riche en métaux précieux, qui se trouve dans la Turquie actuelle. C'est vraiment là le berceau géographique de la pièce de monnaie. Ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle l'innovation se propage. Fin du 7e siècle, on a les Lydiens qui créent des pièces en électrum. À peine quelques décennies plus tard, hop, les cités grecques voisines adoptent l'idée. Et puis, il y a un roi qui va absolument tout changer. Voilà à quoi ça ressemblait, ces toutes premières pièces. Ce statère en électrum, il est magnifique, mais il y avait un gros problème. L'électrum, c'est un alliage naturel, ce qui veut dire que la proportion d'or et d'argent, elle variait d'une pièce à l'autre. Alors comment être sûr de sa valeur exacte? C'était compliqué. Et c'est là qu'intervient le fameux roi Crésus. Son idée de génie, c'est quoi? C'est d'arrêter d'utiliser cet électrum un peu bancal et de créer les toutes premières pièces d'or et d'argent pur. En y mettant son sceau, l'État garantissait le poids et la pureté du métal. Et ça, c'est la naissance de la confiance monétaire. C'est ce qui a bâti son immense fortune. Mais évidemment, cette nouvelle confiance, elle a immédiatement créé une nouvelle tentation. Forcément, si la valeur est garantie par l'État, ça devient tout de suite très rentable de créer une imitation qui a l'air authentique. Ce qui est dingue avec cette histoire, c'est qu'elle nous montre à quel point le problème est apparu vite. On a Hérodote, le grand historien, qui nous raconte cette anecdote incroyable. Dans les années 530 avant notre ère, un tyran grec, Polycrate, a tout simplement payé des mercenaires avec de fausses pièces plaquées or, juste pour s'en débarrasser. La contrefaçon était déjà une arme politique, c'est faux. Et là, l'image parle d'elle-même. C'est une illustration parfaite du procédé. À gauche, la pièce officielle de Crésus, en argent massif, nickel. Et à droite, ce qu'il reste d'une contrefaçon une fois que la fine couche d'argent est partie. Un simple noyau de plomb. Le contraste est juste saisissant. Et il ne faut pas croire que c'était juste quelques cas isolés, Loin de là. Une analyse très récente dans le lot de pièces de cette époque a montré que près d'1 sur 10 était fausse. C'était donc une vraie menace pour le système. 7%, c'est juste énorme. Et les méthodes, elles étaient déjà étonnamment sophistiquées. Soit on trichait sur l'alliage en y mettant moins d'or que prévu, soit, et c'était plus radical, on fourrait la monnaie. C'est-à-dire qu'on fabriquait un cœur en métal sans valeur, du plomb, du bronze, et on le recouvrait d'une fine pellicule de métal précieux. Une arnaque déjà très bien pensée. Alors, face à cette menace, comment les gens se défendaient? C'est le début d'une sorte de course à l'armement entre les faussaires et ceux qui essayent de préserver la confiance. Et la question est vraiment essentielle. Sans nos labos de chimie, sans nos rayons X, comment est-ce qu'un marchand ou un simple citoyen pouvait faire la différence entre une vraie pièce et un faux bienfait? Eh bien, ils ont développé des techniques assez ingénieuses. Il y avait la pierre de touche, par exemple, qui permettait de vérifier la pureté de l'or en frottant la pièce dessus. On pouvait aussi faire teinter la pièce. Une pièce en argent pur n'a pas du tout le même son qu'une pièce fourrée au plomb. Et puis, il y avait la méthode la plus, radicale, le test de la coupe. Ça, c'était la vérification ultime. Un bon coup de ciseau ou de couteau dans la tranche de la pièce, et si l'intérieur révélait un métal différent, plus sombre, comme on le voit sur cette image, la fraude était exposée au grand jour. C'était brutal, c'est sûr, mais c'était terriblement efficace. Jusqu'à maintenant, on a vu l'État comme le garant de la monnaie, et les criminels comme des individus. Mais que se passe-t-il lorsque l'État lui-même devient le plus grand des faux monnayeurs? Là, ça change tout. Voici la fameuse chouette d'Athènes. Pendant une très grande partie du 5e siècle, c'était un peu l'équivalent de notre dollar ou de notre euro, une monnaie super stable, en argent pur, reconnue et acceptée absolument partout. C'était le symbole de la puissance et de l'intégrité d'Athènes. Et puis, il y a cette citation extraordinaire d'Aristophane dans sa pièce Les Grenouilles. On est en 405 avant notre ère. Athènes est en pleine crise, c'est la fin de la guerre du Péloponnèse. À court d'argent, la cité a pris une décision terrible. Retirer les bonnes vieilles chouettes en argent et frapper de nouvelles pièces en bronze, simplement recouvertes d'une fine couche d'argent. L'État lui-même était en train de tricher. Et Aristophane, là, fait une analogie politique absolument brillante. Ce qu'il dit, c'est que de la même manière que la cité a mis de côté ses bonnes pièces d'argent pour les remplacer par de la camelote, elle a aussi mis de côté ses meilleurs citoyens pour donner le pouvoir à des démagogues corrompus et incompétents. Pour lui, la corruption de la monnaie,
C'est le reflet direct de la corruption de l'âme de la cité. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, qui résonne encore très fort aujourd'hui. La monnaie, au fond, ce n'est pas juste du métal, c'est un contrat social qui est basé sur la confiance. Alors que se passe-t-il quand l'institution même qui est censée garantir cette confiance est la première à la trahir ? C'est une question qui, 2500 ans plus tard, n'a absolument rien perdu de sa pertinence.